Yo, aujourd'hui, je pense qu'on va regarder le reportage qui est le plus intéressant pour moi pour comprendre le monde du design. C'est tout simplement les designers français. Voilà, le reportage dure à peu près 1 heure et on va le regarder ensemble. Pour beaucoup, le design est une discipline pour happy few. Donc en même temps, normal que les gens comprennent pas le design. T'as vu ce qu'on leur montre, sérieusement? Expression C'est... fourre-tout, non, qualifie. ça me fume. C'est... Objet froid, cher, Ouais, et bref. souvent mal commode. Ça sert à rien, ça ne sert à rien. C'est de la déco. Nos designers made in France Oula, ça tremble. une définition toute personnelle de leur travail. Faire des objets du quotidien intelligents et respectueux de notre environnement. Ouais, Clairement, le rôle du design, c'est de rendre la vie meilleure. ouais. C'est quand on Là, je arrive suis complètement à d'accord. changer quelque chose qui est déjà établi et de l'améliorer. Un bon designer, c'est quelqu'un qui a une analyse rapide et intelligente C'est les frères Brouilec. d'un type de contexte. Tout comme un bon acteur, pour moi, il est capable à chaque fois d'être le bon personnage. C'est utiliser un vocabulaire que celui du designer, qui sont les formes, les couleurs, les matériaux, et d'être capable, comme un parfumeur, d'assembler ces ingrédients. Ouais, mais en fait, vu qu'eux, en général, ils travaillent pour les riches, clairement. Hein. Ces grands designers-là, ils ont pas des commandes de Carrefour, tu vois, ils ont pas des commandes pour le grand public. Ils peuvent se permettre d'avoir des matériaux et des formes un peu excentriques, etc., pour exprimer leur créativité. Parce que le cahier des charges est un peu plus réduit, parce que comme c'est des marques qui ont beaucoup d'argent, ils peuvent se permettre de faire des trucs un peu plus what the fuck. Donc c'est un peu biaisé les discours des grands designers, comme ils sont demandés par des grandes structures, des gros éditeurs, tout ça. Au final, ils utilisent tout le temps les mêmes codes, tout le temps à peu près les mêmes matériaux, et j'ai l'impression qu'ils innovent plus tellement. Une saveur particulière. Le point de départ du design, c'est juste de venir rassembler Lui, il est trop fort. Lui, c'est le boss. des contraintes, voilà, Et Patrick Join, faire à la fin des inventions qui aient du sens. voilà. Tout simplement. Il a résumé en C'est une pas phrase plus que ça. le design. Le mobilier est peut-être l'une des meilleures entrées en matière pour comprendre leur succès. Il se dit qu'on n'est pas vraiment designer tant qu'on n'a pas fait sa chaise. Ça, c'est con. Je trouve ça dommage. En fait, la chaise, c'est un peu un prétexte. C'est un peu comme apprendre à faire une activité. La chaise, c'est franchement ce qu'il y a de plus dur à faire en design. C'est hyper compliqué une chaise. Et je comprends pas pourquoi tout le monde va là-dedans. C'est qu'en fait, quand designer et que t'as pas d'idée, bah tu fais du meuble. Tu fais des chaises parce que tu sais que ça peut se vendre, parce que tout le monde a besoin de meubles et tout le monde a besoin de chaises. Mais c'est un peu dommage, je Et trouve. il suffit de contempler le visage d'un fabricant de meubles américain pour avoir la réponse. I get asked that question quite a lot. On me demande toujours pourquoi nous travaillons avec autant de designers français. I think one of the most attractive. Je crois que les designers français sont tous très talentueux, chacun à leur façon. Such individuals. It's such individualistic talent. Cet éditeur n'en revient toujours pas de sa rencontre. Un coup de foudre pour le trait de Noé du Chauffour-Laurence. Sa première commande, la chaise Corveau. I went to Milan. Bon, ça doit coûter une fortune la chaise. J'étais à Milan dernièrement. Attends, on va juste checker le prix. Chaise Corvo, il a dit. Allez, combien ils vont ça? Il n'y a pas de prix. Ça veut dire que c'est très cher. Du coup, je l'ai appelé pour l'embaucher. Je lui ai demandé de réfléchir à une chaise en bois massif qu'il construirait de façon très personnelle. Timber chair and try to do your version of that. It's incredibly successful. Ça a été un énorme C'est succès. même pas un cahier des charges. C'est sûrement la chaise la plus médiatique. Fais-moi une chaise. Voilà, c'est tout. Une chaise en bois. Voilà, c'est la seule contrainte. C'est le bois. Jamais fabriquée. Bien, perso, il dit que c'est un succès. J'ai jamais vu cette chaise. It's incredibly successful. Ça a été un énorme succès. Overexposed. C'est sûrement la chaise la plus médiatique jamais fabriquée. La plus médiatique. Mon frère, non, la plus médiatique, c'est la Louis Ghost à la limite. Mais la plus médiatique, le mec, il est pas trop dans l'abus, quoi.
J'ai vraiment voulu travailler sur un aspect qui soit différent entre l'extérieur et l'intérieur. L'extérieur, j'ai traité plus sur Bon, quand on écoute parler des designers en général, c'est très poétique, très machin, très truc. Enfin, c'est un peu des vendeurs de tapis. Hein. la ligne et du contour. Et puis sur l'intérieur, j'ai voulu plus évoquer le confort, la rondeur, la sensualité. Quand les gens regardent cette chaise, ils la touchent. L'émotion est une des raisons pour laquelle le design se doit encore d'exister. Si c'est juste une réponse à la fonction, on a déjà tout ce qu'il faut. Et je suis pas d'accord quand il dit que c'est une réponse à la fonction. Enfin si, du coup, je suis d'accord, on a déjà tout. Bah alors, fais autre chose. Arrête de faire des chaises émotionnelles. J'ai l'impression que c'est un peu un ego trip de vouloir faire que ça. Et j'ai l'impression qu'ils sont pas très créatifs au final. Sensualiser les objets. Est-ce le petit truc en plus de ces franchises? Il y a beaucoup Bon, elle est belle quand même. d'industriels étrangers qui recherchent cet esprit français et cet axe de création à la française. Et donc le designer français est un très bon produit d'exportation. Les Français ont un sens de l'élégance, de la beauté, des lignes et des proportions. C'est presque inné chez eux. Alors oui, ça c'est un truc hyper intéressant ce qu'il est en train de faire, Patrick Jouin, là. C'est qu'il imprime ses photos et il redessine par-dessus. Donc ça c'est un... Plutôt que de redessiner à l'ordi et de redessiner sur tablette ou quoi, on n'a pas trop une vision claire, on peut zoomer, dézoomer, machin, c'est pas hyper intuitif. Le fait d'imprimer une 3D ou le fait d'imprimer un rendu ou d'imprimer une image et de redessiner par-dessus, c'est hyper pratique et en fait on peut beaucoup plus facilement, déjà tu gagnes du temps plutôt que d'aller sur Photoshop et de dire ah ouais je veux gommer ce truc là vaut mieux gribouiller et se mettre d'accord à griffonner sur de la feuille plutôt qu'à faire un truc, essayer de faire des trucs propres tout le temps, mais en fait tu perds du temps et t'es moins créatif. Naturel, mais pas seulement. Il y a différentes pistes. Graphiquement aussi, je pense, intéressant. Un petit peu d'élégance au sens... Ah ouais, je comprends rien à ce que tu me dis, mais je suis d'accord avec toi. Bon. Il y a aussi cette idée d'avoir cette forme-là, d'être arrondi. Là c'est hyper bien ce qu'il a fait. Il a fait, je vois, 7, il a fait 7 versions d'un bouton de four différent. Alors ça peut paraître banal, ça peut paraître bateau, ça peut paraître inutile, ça peut paraître futile, tout ce qu'on veut. Sauf que dans un usage quotidien et dans un usage professionnel par exemple, je pense que c'est un four professionnel, ça va peut-être permettre d'avoir une meilleure préhension, de gagner du temps, d'avoir une meilleure durée de vie du produit et d'avoir une meilleure ligne directive, artistique, graphique qui sera plus intéressante, même si au final c'est un four et que tu choisisses un bouton ou un autre bouton, la fonction four c'est la même. C'est intéressant ici d'avoir quelque chose pour graphiquement avoir quelque chose de fini, bien fait et esthétiquement parlant intéressant. Donc c'est assez agréable à utiliser et des éléments en fonte qu'on vient rajouter dessus. Patrick Jouin va plus loin. Pour lui, les objets doivent raconter une histoire. J'ai voulu exprimer simplement le plaisir de faire à manger, de cuire, et donc voilà, il y a quelque chose qui se gonfle un peu de l'intérieur, ça vient de l'intérieur, il y a une idée du four comme ça qui vient et qui se gonfle, c'est la poitrine qui se gonfle. Lui, il sort de chez Philippe Stark, et je pense que c'est Philippe Stark qui l'a formé, et Stark a un don pour raconter des histoires et à vendre, il pourrait te vendre toi, tu dirais ah ouais, putain, trop cool, je suis stylé, tu vois. Stark il vend tout, il raconte des histoires sur tout et n'importe quoi, et c'est ça qui marche, et c'est un peu le même bail là, c'est que ils font des objets en racontant l'histoire avec, donc au final t'achètes un peu le monde qui va avec l'objet, et je trouve que c'est un peu de la triche, je trouve que c'est un peu comme de la drague fake, c'est de la manipulation et je trouve ça pas honnête, je trouve ça, je sais pas, je trouve ça pas hyper, comment, j'ai l'impression que c'est
dire en plus quelque chose pour vendre ton idée qui au final n'a pas forcément besoin d'être vendue, qui a pas forcément besoin d'exister, mais tu vas l'enrober d'une belle histoire, d'une belle image, d'un beau truc pour pouvoir contenter les gens. Je trouve ça un peu... Je pense que ça va mieux se passer là, esthétiquement. Un peu fourbe. Dans des jeux de forme, dans une approche, on va pas avoir peur de mélanger du féminin et du masculin. Je pense que ça c'est assez français. Cette obsession avec le corps, avec la sensualité. Vous voyez les dessins? Ça me fume. Et en fait, ils dessinent mal, ces mecs-là, parce qu'ils savent déjà comment ça va être fait. Ils ont pas besoin de... Ils ont pas besoin de faire une vue éclatée, machin, tout est dans leur tête. Ce qu'on vient chercher en France, c'est cette capacité à faire des choses simples, certainement plus empreintes de charme, plus empreintes de sensualité, une simplicité beaucoup plus raide si elle était allemande, beaucoup plus effacée et pédagogique si elle était anglo-saxonne. Aujourd'hui, on achète des objets parce qu'on en a envie. Et c'est le problème. Si je m'achète un canapé, je m'achète pas simplement de la toile autour d'un coussin monté sur 4 pattes ou 4 pieds en bois. J'achète l'expression d'une manière de vivre, d'un mode de vie, d'une architecture. J'imagine que je vais vivre derrière une baie vitrée au soleil avec Miami au fond, Palm Springs. Ça c'est le problème. Lui aussi il sort de chez Stark. Ils viennent tous, quasiment tous les designers sortent de chez Philippe Stark. Ils ont tous été formés par lui quasiment. Mais voilà, en fait, il survend les objets. Il le dit lui-même, on n'en a pas besoin. Alors, et il continue à en produire. Du coup, en fait, c'est trop bizarre. Son seul job, lui, enfin le job du designer de ces mecs-là, des designers qui sont bien installés, je parle pas des nouvelles générations, je parle de ces mecs-là, qui ont 30 ans d'expérience, c'est des maquilleurs professionnels. En gros, ils prennent des objets qui existent déjà dans notre vie, des chaises, des tables, des canapés, des fauteuils, des petites cuillères, des fourchettes, des saladiers, plein de trucs, et ils vont dire j'aime pas, c'est moche. Du coup ils vont le refaire à leur sauce, et ils vont inventer toute une histoire derrière ça, et ils vont dire voilà, c'est mieux qu'avant, c'est plus beau, et achetez-le très cher. Et c'est débile. Enfin, c'est ça où je comprends pas leur intérêt à faire ce métier-là, parce que ils ont plus de sens au final si c'est que pour rendre les objets plus beaux, plus sensuels, plus machin pour les riches. Au final, je trouve ça triste quoi. Derrière la montagne derrière, voilà ce que ça me raconte un objet. Donc on est complètement sur ce terrain de l'affection, de la séduction. Pourquoi j'aime. Et lui, je pense pas qu'il ait déjà fait de 3D dans sa vie quoi. Cet objet, tout ça, ça doit suivre. C'est lui, si tu le mets, je pense que tu le mets tout seul dans une agence, genre 100 personnes pour faire la 3D, 100 personnes pour faire n'importe quoi, il sait rien faire. En matière de design baigné de soleil, Christophe Pillet est un orfèvre. Dans un scénario toujours luxueux, et voyez, tu vois, c'est que des trucs de riches. Montre, table basse, lunettes et méridienne, il repense tous les accessoires de la vie avec vue sur la mer. De la vie des riches, hein. Voilà, c'est à préciser quand même. Aujourd'hui, le designer s'invente architecte d'intérieur. Les dessins, toujours pareil, ça me fume. C'est fascinant. C'est ça qu'il va falloir travailler maintenant. Côté et super bien dessiné, comme des très 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 belles boîtes de chemise. La France est un terrain assez idéal, en ce sens qu'il y a une culture qui est riche, qui est complexe, qui se découle par feuilles de styles différents, et qu'il y a évidemment la culture technique qui est aujourd'hui globale et partagée par tous. Si vous aplatissez tout ça comme sur Photoshop, vous avez peut-être une image pas mauvaise de ce que pourrait être un bon design, ou de ce qui fait que la France aurait une éventuelle capacité à être bonne sur le terrain international du design. C'est vrai que la France c'est un merdier sans nom. Hein. La France c'est tellement le mélange de tous les pays européens que au final, comme il disait tout à l'heure lui, on n'a pas de style. On est
Enfin, le designer français est il est hyper libre, il va aller voir autre chose qui se fait dans d'autres cultures, machin, alors qu'un designer allemand, comme il disait tout à l'heure, il va être très dans la ligne droite. Quand tu regardes le Bauhaus, c'est des cubes. En Italie, ça va être très la courbe, donc totalement l'inverse. En Suède, ça va être beaucoup le bois, le truc hyper simple, hyper minimaliste, machin. Donc c'est vrai que la France, c'est un peu le mélange de tous ces pays. Et c'est ça un peu qui fait notre force en tant que designer, je pense. Le designer, c'est un généraliste. Il n'est jamais un spécialiste absolu de ce sur quoi il travaille. Ouais, ça, c'est archi vrai. Parce que finalement... Ouais, en gros, le designer, c'est, comme il vient de dire, c'est un mec qui sait rien précisément. C'est pas un ingénieur, c'est pas un ferronnier, c'est pas un mec qui est hyper fort, forcément en 3D ou quoi. En gros, si tu veux, ça va être un peu le chef d'orchestre. Il va prendre tous les spécialistes, donc un violoniste, un mec qui fait le triangle, un mec qui fait la basse, un mec qui fait de la trompette, j'en sais rien, tu vois. Et il va accorder tout le monde pour qu'à la fin, ça fasse un produit parfait, qui réponde aux besoins des gens. Donc voilà, c'est exactement ça un designer. C'est pas quelqu'un qui est uniquement dans un domaine très spécialisé. C'est quelqu'un qui va aller voir dans le sport, dans la couture, dans la pêche, dans l'espace, dans la nature, dans la culture, je sais pas moi, des roses. Ça peut être quelqu'un qui va aller voir comment sont fabriqués les objets, mais jamais en profondeur. Et ça va être beaucoup de la surface pour avoir une énorme culture générale et après de venir assembler toute cette culture pour pouvoir faire des choses assez nouvelles. Comment ça se passe? Il faut bien comprendre que c'est naturel. Un jour, vous avez un éditeur de petites cuillères qui va vous demander de dessiner une petite cuillère. Alors vous lui dessinez une petite cuillère et il trouve que la petite cuillère que vous avez dessinée, elle est impeccable, elle correspond exactement à ce qu'il voulait, exactement à l'univers de son entreprise, exactement à sa philosophie. Il dit, voilà, t'as compris mon histoire, est-ce que tu veux pas me dessiner mon bureau? Alors vous lui dessinez son bureau, vous êtes architecte d'intérieur, quoi. Et puis un jour, il dit, c'est bien, tiens, je viens de m'acheter une maison, j'aime vraiment bien le travail qu'on a fait ensemble, tu voudrais pas m'aider à dessiner la maison? Et là, vous devenez architecte. Retour à Paris. La capitale du luxe a été le premier terrain de jeu de ses habitués du bon goût. En France, il y a une obsession autour de la créativité, du luxe, et je pense que ça, forcément, ça résonne autour de métiers comme le nôtre, de designer. D'où le fait qu'ils bossent que pour des grandes marques et que pour du luxe. L'intérieur. Parce que ouais, c'est vrai qu'en France, on a quand même énormément de trucs de luxe. Tu vois, à Paris, c'est un délire. Belle boutique. Et Paco Rabanne a vendu 10 millions d'exemplaires du parfum Million. Pour ça, je savais pas du tout que le Paco Rabanne avait été fait par un designer. Et c'est Noé du Chauveau-Laurence qui l'a fait. Je savais vraiment pas. Chez Paco Rabanne, il y a des briefs très précis, à savoir par quoi les gens sont toujours attirés. Et c'est l'or, le lingot d'or, quelque chose de très brutal. Et moi, là-dedans, j'ai essayé d'amener un peu de sensualité. Et ça a été tout le travail de designer, en fait. C'est d'essayer de partir du lingot d'or, qui est quelque chose d'assez brut, assez marqué, et d'en faire quelque chose un peu plus raffiné. Raffinement à la française. Une autre... Là, je pense que 10 millions de ventes, ils ont dit. Donc le truc est assez vieux, donc je pense qu'il y en a encore plus aujourd'hui. On va dire qu'il touche 2% par produit vendu. Le mec se met bien. Ici, le mot design peut sembler déplacé. Là, c'est le design naturel le plus extraordinaire. Puis en plus, c'est bon. Et en plus, ça se mange. Non, mais... Allez, là. Ouais, ça, c'est du design. Le mec en a rien à foutre. Et pourtant, le chef Alain Ducasse a très vite compris que sa petite entreprise ne pouvait faire l'économie du design. C'est l'idée de designer la fête du goût autour de ce qu'il y a dans l'assiette et de ce qu'il y a autour. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut mettre, pour faire un excellent moment, toutes les composantes, y compris du design de l'assiette, des produits, du savoir-faire, pour finalement être dans une atmosphère complète. Ouais, voilà. En fait, le designer, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Les gens viennent pas pour le designer, ils viennent pour manger, ils viennent pour Alain Ducasse. Mais lui, dans l'expérience qu'il veut donner à ses clients, le design, c'est un peu un cadeau qu'il leur fait en leur disant, voilà,
vous venez chez moi, vous payez un prix. Vous avez pas que ce qu'il y a dans l'assiette, vous avez aussi des chaises confortables, du mobilier, une déco, vous avez tout un univers autour derrière. Pour sa salle de restaurant, Alain Ducasse a proposé à Patrick Join, encore débutant, de travailler pour lui. Bonjour. En fait, c'est la première fois que je dessinais un restaurant. Je suis arrivé avec mon casque de moto, on m'a dit l'entrée des coursiers, c'est pas par ici, c'est par là. J'étais jamais rentré dans un palace. Et donc on arrive avec évidemment des a priori, mais aussi plein de fraîcheur, plein de naïveté. Le brief de Patrick, c'est je veux du luxe. Dans une période de crise où on est plutôt en restriction, nous on va rajouter du luxe. C'est magique le soir, là. Il y a toujours une pampille, voilà, regardez, là il y a du vert. Voilà. Si on bouge un peu comme ça, on voit les couleurs d'arc-en-ciel. Je vois les couleurs d'arc-en-ciel. Des grands hôtels. Ouais, il a fait les Vélib. Et Nouvelle-Sanisette. Son nouveau champ d'exploration. Ça c'est ouf. La stéréolithographie. Une méthode révolutionnaire de conception et de Bon, fabrication c'est pas tant révolutionnaire que ça pour nous à l'époque, mais enfin le machin il a 10 ans. d'objets. C'est un procédé extraordinaire qui a été inventé il y a quelques années, qui permet de fabriquer des objets avec un rayon laser. Et on va s'affranchir des contraintes du moulage. À peu près le moulage, ça va être presque toute la production. Et donc qui dit moule, vous avez déjà fait des gâteaux, donc on démoule, et donc la pièce, elle est directement déjà, quand vous la concevez, influencée par la technique de fabrication. Ouais. Donc là, on va pouvoir dessiner des objets absolument incroyables, qui ne sont pas démoulables. Donc une nouvelle esthétique. Celui-là, il est pas mal. Là, c'est une lampe, c'est le prototype de la tête d'une lampe. Et voilà. Donc, Ça c'est ouf de se dire que c'est une pièce quoi. C'est fait en une seule pièce. Donc si c'est fait en une seule pièce, s'il y a un truc qui pète, bah t'es obligé de le changer. Donc c'est voilà, moi je trouve ça immonde, mais bon chacun ses goûts, chacun son truc, tu vois, mais c'est un proto, c'est une idée qu'il a eue. Le Made in France veut dire belle matière et veut dire savoir-faire unique. Quand on regarde tous les ateliers, que ce soit d'orfèvrerie, de cuir, de bois, dans l'histoire de la culture française, il y a tous ces savoir-faire, il y en a encore beaucoup. Et je pense que les designers français travaillent très vite, très tôt. J'ai le sentiment, de ce que je perçois d'ici, j'ai le sentiment que le designer est obligatoirement rattaché en France à la notion de matériaux et de technique et de savoir-faire. Ouais, c'est vrai. Le bois des pianos Pleyel ne se trouve que dans une seule vallée d'Italie. 10 ans de 20 ans. Un designer, c'est d'exprimer de la modernité. C'est un autre aspect du travail de designer. On ne vient pas forcément le voir pour un nouveau fauteuil ou pour une nouvelle architecture d'intérieur. L'expertise du piano, c'est un clavier avec une mécanique un peu complexe mais raffinée. Une table d'harmonie qui va faire l'écho des vibrations des cordes. Le reste, c'est que du meuble. Et donc, je leur dis, écoutez, ça m'intéresse, j'y réfléchis, mais j'ai l'idée qu'il ne s'agit pas de réinventer le piano. Il s'agit bien de conserver tout ce timbre chaud spécifique à Pleyel, qui est le piano des romantiques, hein, mais être en phase avec son époque, c'est-à-dire comment je transporte un piano dans un concert, comment je fais acte de légèreté, mais dans le sens noble du terme, pour que ces tonnes de bois étuvés, trucs, laqués, repolis, avec des milliers d'heures de main-d'œuvre, se retrouvent dans un process beaucoup moins laborieux, beaucoup moins coûteux en transport, en stockage et autres. Et donc, l'idée étant de faire un piano. C'est le seul qui a posé les questions. C'est le seul qui a dit comment on va le transporter. Tous les autres ont fait juste un meuble pour faire un meuble et pour se dire ouais, voilà, super, j'ai fait un truc, il est plus beau que le tien, ok, super. Lui, c'est le seul qui a dit comment on va transporter le piano, comment on va le mettre dans le camion, comment on va le déplacer jusqu'au concert, comment on va le monter, comment on va le démonter. C'est le seul en fait qui a pas pensé que à la finalité de l'objet, genre ça, mais qui a pensé aussi à l'usage, qui a pensé à la fabrication, qui a pensé à toutes les chaînes à tous les points d'intervention pour au final faire un objet qui est intelligent. Et c'est le seul pour le moment qui a
qui a un peu révélé et qui a un peu montré une once un peu d'intelligence dans sa réflexion. Alors, on s'est prêté à l'exercice afin de mesurer où est-ce qu'il est utile de mettre des investissements et où est-ce qu'il semble peut-être prématuré d'aller. Est-ce qu'on développe un cadre? Vous aviez envisagé ça, tout carbone. Tout à fait. Puisque visiblement, le carbone aurait les qualités mécaniques pour satisfaire aux tensions qui sont de combien là sur les cordes les plus, je sais plus, entre 15 et 18 tonnes. On s'est rendu compte que ça allait coûter quand même très cher. Attendez, Eh oui, c'est du carbone, ça coûte cher? Non, voyons. Beaucoup en poids, génial, mais on va perdre en compétitivité. Moi, je pense qu'il est préférable d'aller dans une étape intermédiire, quitte à faire évoluer le projet, à intégrer le numérique ensuite, à y mettre toutes les ambitions. Ils m'ont vraiment pas convaincu, les mecs, quoi. D'un piano qui n'aurait aucune concurrence, finalement. Un piano qui a pas de concurrence... Un produit qui a pas de concurrence, en général, c'est grave. Quand j'ai eu les premières esquisses, j'ai dit génial, oui, ça n'a jamais été fait. Et puis, bon, moi j'aime bien l'autisme, ça rappelle furieusement les Wall-E. C'est là où je disais tout à l'heure l'importance, quand designer, d'avoir plein de champs d'action. Là, il vient de parler de bateau. Le mec a mélangé bateau et piano. Et il a repris les formes des bateaux, il a repris le langage formel des objets, du nautisme, etc. pour le retranscrire dans un piano. Et c'est en ça qu'un designer qui a le plus de culture possible va pouvoir piocher dans ce qu'il connaît et implanter ça dans des produits dans lesquels ça n'a jamais été fait encore. Les collaborations Lui, il est vraiment malin. avec le monde de la science, elles ne sont jamais ni une fascination pour la science, que je n'ai pas, ni une facilité à la comprendre, que je n'ai pas non plus. La science, ou parfois la nature, ou d'autres domaines, ne sont à chaque fois qu'un outil. Andrea est une de ses inventions. Un purificateur d'air pour appartement. J'avais commencé à travailler sur un système en disant ça ne doit pas être très compliqué. L'objet était une sorte vous avez pris une sorte de soucoupe un peu comme ça, et puis vous aviez deux ventilateurs, un ventilateur rentrant et puis un ventilateur sortant, et puis l'air rentrait comme ça, et puis là vous aviez un pot, de la terre, et puis la plante qui s'y trouvait. Je vais, tout fier, voir un des scientifiques assez pointus dans ces domaines-là, et je lui montre ça en disant voilà, je crois qu'on a trouvé un moyen d'optimiser le travail des plantes. Et il me dit de façon assez diplomatique mais assez claire, mais tout ça est totalement stupide. Non, l'intention est bonne, mais c'est très simpliste comme vision. Et en fait, il m'explique que, effectivement, même si on voit le plus souvent d'une plante son feuillage, l'efficacité de dépollution, elle n'est pas là. Elle est dans la terre et dans les racines. Et qu'on aura beau faire passer l'air... C'est là aussi, c'est hyper intéressant, c'est que il est allé voir, il est pas resté dans sa tête, il s'est pas dit ouais mon concept il est trop bien, il est trop bien, il est trop bien. Il est allé voir des gens qui s'y connaissent, il est allé voir des gens qui sont spécialisés dans le domaine. Et comme le designer est rarement spécialisé dans un domaine, le designer doit s'entourer de plein de gens spécialistes pour l'aider à faire les meilleurs produits. Dans les feuillages, il se passera pas grand-chose. Et donc on est arrivé à cet objet-là, qui permet de forcer finalement l'air à traverser la plante à l'intérieur, de traverser la terre et les racines, de passer en dessous, de croiser un petit peu d'eau, ce qui va améliorer en plus la filtration, et puis de ressortir par ici. La dimension écologique a rapidement composé la marque de ses premiers boulots, associant l'anguille et la plante d'intérieur à une mission d'assainissement domestique. Des aquariums pour élever les poissons avant de les manger, des générateurs d'oxygène pur, ou encore un bioaérosol qui diffuse de l'air marin chargé en iode. Si j'en avais été capable, j'aurais bien aimé être docteur. En fait, je crois que le designer a un atout par rapport au docteur, c'est qu'ils font un diagnostic tous les deux, mais le docteur doit prescrire des objets, des médicaments, des molécules déjà existantes. Le designer a ce petit atout, c'est qu'il peut faire le diagnostic et il peut être le créateur ou le producteur des médicaments. Donc d'un seul coup, ça devient potentiellement un supradocteur, ce qui est une définition qui me plaît encore plus. Cet orateur irrésistible s'intéresse non pas à notre façon de nous assurer... Vous voyez, elle vient de dire orateur irrésistible. J'ai l'impression que tous les designers ont une attache, une sensibilité à la communication
qui est hyper importante, parce qu'en gros, sans la communication et sans le fait de se montrer, sans le fait d'être existant dans la tête des gens, d'exister dans la tête des gens, bah t'es personne. Et c'est là où je trouve ça un peu dommage. Mais à notre besoin d'eau, de silence ou d'oxygène, il est un des rares à faire la une des magazines d'écho sans aucune chaise à son actif. Mathieu Le Hanner travaille dans des éléments scientifiques qui sortent complètement du champ traditionnel du design. Mais c'est ça qui est hyper bien, parce qu'il résout des problèmes de la vie. Et c'est le seul qui ose faire ça. C'est le seul qui a dit « Vos meubles, je m'en tamponne le cul. Moi, je fais des objets pour améliorer la vie des gens. » Et c'est le seul. Le designer français d'aujourd'hui, c'est d'être des tourbillons, et de créer une espèce de turbulence, je dirais, dans la créativité. En fait, ils sont comme tous les Français un peu franchouillards. Ils sont extrêmement individualistes. Ils sont extrêmement personnels. Et ils ont tous une vision, un concept. Ça, c'est vrai. Il y a autant de définitions du design que de designers en France, même partout. Et tu peux donner un sujet, le même sujet, genre dessinez-moi une chaise en bois pour l'école, pour genre des lycées. Tu le donnes ça à 10 designers français connus, on va dire, qu'on vient de voir dans le reportage. T'auras 10 chaises différentes et t'auras 10 histoires différentes à propos de la chaise, et t'auras 10 visions différentes de ce que devrait être une chaise au lycée. On passe à l'école. Peut-il s'enseigner ? Bien sûr. À l'ENSI, ça prend du temps. École un peu spéciale dont sont sortis les Mathieu Le Hanner, Jean-Marie Massot et autres. Ouais, l'ENSI c'est à Paris et c'est l'école de design la plus réputée de France. Enfin, c'est le top 1, je crois, des écoles de design en France. Patrick Chouin, on apprend au moins le sens critique. Ce qu'on cherche, c'est former les meilleurs créateurs, ça veut dire les gens qui vont être le plus à même d'être des pivots dans l'organisation de la création, en fait. C'est ça qui est intéressant. Et aujourd'hui, Apple, quand ils viennent en France pour recruter, ils viennent à l'ENSI parce que de voir les profils des gens qui sortent, c'est des gens qui ont une personnalité, qui vont avoir une forme d'humilité aussi par rapport au projet. Ils vont je pense pas que ça dépende de l'école, j'en sais plus. Les gens en soi qui sont comme ça. Après, forcément, l'école modèle un peu les gens, mais c'est de nature. De nature, ils sont comme ça. Une espèce de savoir-faire qui est assez français, en fait. Ici, les entreprises confrontent les étudiants aux problèmes qu'elles rencontrent. Aujourd'hui, travaux pratiques. Rendre plus attractifs les kits main libre des téléphones portables. Ok, trop bon le sujet, trop bien. N'est pas utilisé. Donc, ouais. Peut-être se poser des questions, du coup. À travers la démarche design, les méthodologies design, avec l'aide des designers, comment favoriser l'utilisation de l'oreilleur. Nous, on voulait créer un kit main libre qui reste en permanence sur nous. Cette oreillette serait composée de 2 parties, donc là qui est signifiée en blanc et en bleu. Donc une partie blanche qui serait pour écouter la musique, Pour te sourire, c'est le même prix. Prendre les appels. J'ai pensé à un objet qu'on aurait constamment sur soi en fait, en utilisant la conduction osseuse, donc qui permet de faire passer le son par les os. Tu vois, c'est un objet qui... C'est hyper bien, hyper malin comme produit. Et lui, il va le démonter, je crois. Qui implique une vibration à l'intérieur du corps. Donc ça veut dire que personne ne saura comment il fonctionne, personne ne va comprendre son fonctionnement. Donc ça veut dire que lorsqu'on voit l'objet, on ne comprend pas ce qu'il est. Ouais, ce qui est vrai, il a carrément raison, le mec, de dire ça. Mais au final, la conduction osseuse, tu peux la garder et tu peux quand même donner une forme d'écouteur au truc, quoi. Donc, si c'est juste ça, en vrai, ça change assez rapidement. Autre signe distinctif, ici pas d'enseignant à proprement parler. C'est un enseignement un peu particulier, en fait, d'enseigner à l'ENSI, parce que il n'y a pas de professeur. On est tous designers, on a tous une activité à côté de l'école et on vient chaque semaine diriger un projet dans un atelier. Agence Normale Studio. Ils sont trop forts, eux. C'est des masters. Ils sont trop forts. Ils préfèrent le haut fourneau. Ils sortent de l'anonymat en sauvant du dépôt de bilan Tolix, un fabricant de chaises métalliques. Je ferai une vidéo sur eux bientôt aussi, je pense, sur Tolix et sur les Normal Studios. Un de nos clients, qui est la marque Tefal,
voire des séries de prototypes de gamme qui doivent sortir incessamment sous peu. Là, on est dans l'ultra industriel, en fait, dans le sens où chaque gramme de matière compte, il y a beaucoup de contraintes, à la fois techniques, mais également des contraintes. Ouais, là je pense que c'est le plus compliqué, sa race. C'est quand tu veux faire des produits pour tout le monde, mais c'est hyper compliqué, c'est ultra contraint. Parce que par exemple, il faut pas que les enfants puissent, je sais pas, genre mettre leurs doigts dedans. Il faut que ce soit adaptable pour toutes les mains, pour que ce soit des vieux, que ce soit des jeunes, des gauchers, des droitiers. Il faut que ce soit adaptable pour tout le monde, des gens qui ont de la force, d'autres qui n'ont pas de force. Il faut pas que ce soit trop lourd. En fait, c'est quand tu veux faire un truc pour la masse, pour vraiment tout le monde, c'est hyper compliqué. Nous, on va toujours voir comment les choses sont fabriquées, parce que pour nous, c'est l'essence de notre réflexion. Donc si on ne sait pas comment les choses sont fabriquées, on ne les dessine pas. Ici, 2000 employés fabriquent 45 millions de poils par an, vendus dans le monde entier. Derrière chaque forme, derrière chaque manche de poil, un designer a pensé, dessiné, créé en fonction de demandes formulées par le département marketing du premier groupe mondial d'électroménager. Ouais, en gros c'est ça. En gros le marketing dit il nous faut une poêle tel diamètre pour telle utilisation pour telle personne avec tel prix, et le designer lui va recevoir tout ça et il va dessiner, construire, maqueter, faire des prototypes autour de la demande pour essayer de matcher au mieux sur ce qui a été demandé par le marketing. Aujourd'hui, les Normal Studios découvrent la gamme qu'ils ont créée il y a plusieurs mois. C'était une des premières maquettes. L'idée de base, c'était d'avoir un confort de préhension, on va dire, en ayant une poignée qui soit creuse à l'intérieur, pour qu'on utilise le moins de matière possible. L'idée, c'est d'éloigner les mains le plus possible de la partie très chaude, et puis en même temps de tout de suite donner l'idée du confort par juste un ruban de matière qui vient tourner, voilà, c'est tout. C'est presque le vide qui dessine l'objet, quoi, et c'est un peu ça qu'on a essayé de faire. Ils sont assez forts, ils sont hyper minimalistes, ils sont hyper dans la fonction, pas de surplus, hyper pragmatiques, hyper efficaces. Ne sont pas secs. Il y a quelque chose, ce sont des formes simples, mais la manière dont, dont ils travaillent les formes leur donne malgré tout une certaine émotion, une certaine générosité. Mais une fois que le designer a su mettre de la générosité dans sa poêle, il faut encore que les ustensiles qu'il a créés passent les tests de qualité maison. On passe 1000 fois la poêle à l'abrasif, après on regarde s'il y a la rayure, s'il n'y a pas la rayure, on fait le test au lait pour voir si elle accroche. Et si les tests de qualité sont concluants, il faut encore que la gamme soit validée par le département marketing international. C'est très complexe au final à réussir à mettre au point et que ce soit satisfaisant du point de vue du confort, de la forme, économique et de la technique. Finalement, c'est hyper satisfaisant pour un designer d'être produit à des millions d'exemplaires et d'être dans un supermarché. Je dirais même que c'est presque un retour au fondement du design. C'est tout l'inverse de ce que faisaient les mecs au début, en fait, à faire des trucs pour les ultra riches et d'être vendus que dans des points de vente hyper spécifiques et ne pas être vendus partout. Et je partage beaucoup plus leur vision des choses, c'est-à-dire de mettre à profit ton expertise, ta vision des choses, ton style pour le plus grand nombre, et de pouvoir leur faire partager de ce qu'est un bon objet, un bel objet avec des belles formes, etc. Plutôt que de faire un truc pour les ultra riches et qu'il n'y a que 10 personnes dans le monde qui achètent ton truc. Je trouve ça hyper égoïste en fait de fonctionner comme ça, alors que la base du design c'est ça, c'est de faire des choses pour le monde, pour aider les gens. Et c'est en ça qu'ils ont totalement raison là-dessus. Ouais, c'est ça qui est important, c'est-à-dire que nous en faisant ça, on a vraiment le sentiment de faire notre métier. Ah oui, moi je suis complètement d'accord. Poêle, piano en carbone ou objet du futur, rien n'arrête nos designers français, véritables chouchous de la critique et des industriels. Bon, alors ça c'est... Je comprends pas ce genre qu'on puisse foutre de la thune là-dedans.
L'excitation que provoque le design est loin d'être partagée par Ouais, tous. tu m'étonnes, tu ce qu'on montre. Le public français semble ne pas avoir été Mon frère, conquis à la c'est fête. bon, à un moment donné. Pour moi, c'est une soucoupe volante. J'ai l'impression, je sais pas, depuis tout à l'heure, j'ai analysé ça, j'arrive pas à retrouver. Les Français n'ont pas de culture design. C'est assez intéressant. La phrase de l'intro. On a des designers français qui ont une reconnaissance mondiale. On a le plus gros tirage de revues de déco. Et c'est nous, en France, qui consommons le moins de meubles en Europe. Le budget moyen d'achat de meubles des Français est de 40% inférieur à la moyenne européenne. En même temps, les prix, et je pense que les gens s'en foutent en France, je pense que les gens n'ont rien à branler de s'asseoir sur du Stark, de s'asseoir sur du But, de s'asseoir sur du Ikea. Ils vont au fonctionnel, ils vont au moins cher. Quand tu as de l'argent, tu peux te permettre après d'aller voir un peu ce qui se fait ailleurs. Mais quand t'as pas la culture de l'objet bien fait déjà, de l'objet bien pensé, etc., bah, tu le sais pas, tu connais pas. Du coup, t'achètes en étant inconscient. Il faut être vraiment passionné et être éduqué à ce monde-là pour pouvoir faire des achats conscients et pouvoir faire et pouvoir se dire je vais économiser un peu plus, je vais pas acheter tout de suite ma table, ma chaise, ma télé, je vais attendre peut-être un mois ou deux pour m'acheter un objet mieux. Sauf qu'en France, et même pas qu'en France, c'est pas du tout comme ça. Les gens ils veulent juste des chaises, ils vont à Ikea, ils achètent leurs chaises et puis basta. Et puis quand il n'y en a plus, bah ils les changent. Je dis pas que c'est bien ou mal, c'est juste qu'il n'y a pas en fait la culture d'avoir le bel objet, d'avoir un objet bien fini qu'on va garder longtemps. C'est une voiture du futur. Ah, très bien. Une voiture du futur, frère. Ah, ben c'est formidable. Mais est-ce qu'il y aura des voitures dans le futur? Ça va pas gagner grand chose sur les embouteillages. Et ben lui il est hyper malin, parce que on a beau faire... Putain ça bouge là. On a beau faire des bagnoles du futur, des bagnoles, tout ce que tu veux. Le problème, il a raison, il a mis le doigt dessus, les embouteillages. Ça veut dire que c'est pas la voiture le problème, c'est comment on s'en sert. Si demain Google sort une voiture autonome, une flotte de bagnoles, ils en mettent partout dans les villes, partout dans le monde, et que personne n'a de voiture, et que les gens appuient comme pour Uber, et que la voiture vient te chercher, ben les embouteillages, il n'y en a plus. Parce que du coup, tu te dis plus, ah, il faut que je parte à telle heure pour avoir ma caisse, pour trouver une place, etc. Il suffit pas de repenser la voiture, c'est la mauvaise question. La bonne question, c'est est-ce qu'on utilise bien la voiture? C'est pas la voiture en soi qui est le problème, c'est son utilisation. Et j'en ai parlé dans la dernière vidéo de la Ami. Si tu l'as pas vue, elle est là. Ou là, je sais pas, je sais jamais. Ah, on va enfin parler de Monsieur Stark. Comment attirer l'attention du grand public? Comment se faire un nom? Le premier à y être parvenu, Philippe Stark. Quand je commence à pas faire le designer, j'ai l'impression qu'il manque un peu d'humour, il manque un peu de sexe, il manque un peu de politique, il manque un peu, autrement dit, j'aime pas employer ce mot-là, ça fait con, j'ai jamais compris, mais il manque un peu de rock'n'roll. dès ses premières créations, Philippe Bon, Stark je pense que lui on le design. présente plus, hein, Il c'est dépoussière l'objet pour l'objet un et y monstre. intègre l'émotion. En racontant les nouvelles aventures de l'homme et de son environnement matériel, le design s'anime enfin et trouve son nouveau héros. Ça aurait été trop bête de penser simplement en plastique, métal, aluminium et verre. Comment peut-on utiliser des outils Pourtant il utilise quasiment que ces matériaux-là. de cette dureté quand on va parler de l'affectif, du subjectif, du symbolique, du sexuel, de la chair? L'homme finit par incarner le métier à lui tout seul, en France et bientôt dans le monde. Le designer s'invite en une des magazines, le design prend corps, il a une Ouais, voix. en fait c'est grâce à lui que le design a été un peu érigé. En fait Stark est un peu devenu la figure de proue du design et tout le monde s'est référé par rapport à lui, et comme c'était une méga star, et ben le design a un peu explosé, et tous ceux qui étaient dans ce domaine là sont un peu montés en même temps que Stark,
un peu comme la crypto, tu vois, genre Stark c'est le Bitcoin, et toutes les cryptos qu'il y a un peu à côté, bah, c'est tous les designers qui sont montés un peu avec lui. Et devient médiatique. Ah, il y a Oraito là. Les designers français qui ont su frayer dans les eaux médiatiques, il en est un peut-être plus habile que les autres. Lui c'est un escroc un peu lui. Il a, bah, j'ai fait une vidéo dessus. Il a, pour ceux qui n'ont pas vu, en gros il a fait des 3D en prenant des marques existantes, en créant des faux produits, genre il a fait un sac Louis Vuitton, il a fait des chaussures Nike en bois, il a fait des trucs sur Adidas, enfin bref, il a fait pas mal de trucs qui étaient faux, des faux objets qu'il a mis sur internet au début des années 2000 et ça a explosé et c'est comme ça qu'il s'est fait connaître. C'est honteux ça. T'as une succession de copies. C'est un peu la racaille du design français. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et ça, c'est le genre la star qui est un peu. Excuse me, who has designed this chair? This comes from Turkey. Ah, from Turkey. Ah, ça vient de Turquie. And who has designed this chair? It's all from Mais en fait là, il se plaint de la copie. Mais est-ce que acheter une copie, est-ce que acheter pas l'original, pas la chaise de Stark ou pas la chaise de Oraito, je sais pas quoi, est-ce que ça vous dérange? Est-ce que vous avez un problème éthique derrière? Moi perso, vu que vraiment c'est un kiff et que j'ai que quelques designers, j'en ai 5 designers préférés, je pourrais acheter et mettre de l'argent dans leur objet. Après le reste, m'en fout un peu, parce que au final, que ce soit de la copie ou pas, l'objet reste bien pensé. Tous les ans, il y a des reprises de musique de l'été dernier, d'il y a 10 ans, d'il y a machin, et ça ne nous dérange pas de l'écouter. Donc je vois pas pourquoi en fait la copie serait malvenue, et je vois pas pourquoi on la critiquerait. Je pense que c'est une phase de l'école où on disait il faut pas copier, il faut être original, machin, tout ça, mais au final, non, plein de marques copient. Tu regardes Burger King et McDo, tu regardes Panzani et Barilla, tu regardes Ricard et Pastis. Alors typiquement, c'est les mêmes, je veux dire. But who has designed it? Turkey? Yeah, in Turkey. Yeah, but who in Turkey? The manufacturer that. Ah, there is not a special designer. Ah, il n'y a pas de designer en fait, donc ça s'appelle de la. Ça s'appelle de. Après, il y a des copies plus ou moins bien faites. Là, ce qu'on est en train de voir là, en rouge, juste ici, là, c'est une copie de la chaise végétale des frères Broulet qui est très grossière, très moche. Ça séduit des gens, ça séduit une certaine clientèle, peut-être professionnelle, pour mettre en terrasse sur des bars. Je vois pas en quoi. Enfin, le design n'est pas non plus réservé que aux gens qui peuvent se le permettre, quoi. On peut le dire. Non, c'était dingue ça. On est dans une époque aujourd'hui où tout le monde se copie beaucoup, tout le monde fait. Tout ce que fait l'un ressemble à l'autre. Ah oui. Je pense que c'est important quand on. Et il gueule. Non mais. C'est qu'on puisse comprendre que c'est cette personne qui l'a faite sans avoir à lire son nom. Donc. Oui, mais ça c'est de l'ego trip pur et dur. Ça c'est. Et lui apparemment il est assez je suis le meilleur, je suis le machin, parce que un de mes profs à l'école design l'avait rencontré apparemment sur un salon. Et apparemment le mec a le melon, mon frère, c'est un délire. Donc ils ont cet ego trip là, les designers, de se dire c'est moi qui l'ai fait et j'espère qu'on va reconnaître mon travail quand on va regarder l'objet. Mais les gens, en fait, ils vivent dans des bulles. Les gens, ils s'en foutent complètement. Ils pensent que tout le monde les connaît, que tout le monde les adule, que le monde sait qui a fait le produit, machin, mais ils vivent complètement en dehors des réalités. Enfin, ça me fume complètement. Ça, c'est aussi important. Concevoir des objets qui permettent au public de reconnaître le créateur. Conception qui rapproche le designer de la mode, de la publicité et du marketing. Certainement. Ouais, donc on se rapproche en final de la manipulation pour vendre plus d'objets et c'est à qui aura la plus grosse, quoi. Des clés du succès d'Oraito. Il se fait connaître par le détournement de produits de marque, comme Louis Vuitton. Ouais, voilà, c'est ça qu'il faisait. Un sac virtuel sur Internet. En vrai, le rendu est pas mal, hein. Ça a 10-20 ans, ça. Bon, forcément, aujourd'hui, on peut faire beaucoup mieux. Mais déjà, là, chapeau, hein, pour un rendu 3D d'il y a 20 ans, c'est pas mal. 3D, Internet et le marketing viral sont les ingrédients d'un buzz planétaire.
Ces images pirates sont suffisamment réalistes pour que tout le monde y croie. Les Chinois l'ont copié, donc il est sorti en Chine. Donc c'était de la contrefaçon de contrefaçon. Des cartes japonais qui se ruent dans le magasin et qui demandent je veux ce stock. Bien sûr, peu raciste. Il n'existait pas. Et après, j'ai eu la chance de récupérer et de pouvoir travailler. En fait, j'ai l'impression que parce qu'il est connu, ce qu'il fait, c'est bien. Et que les gens sont un peu biaisés là-dessus. 10 ans, Horaito connaît une ascension fulgurante. Et rien, c'est quoi? C'est quoi ce truc? Genre, je sais même pas si c'est une table, on sait pas quelle échelle ça a. On sait pas si ça tient dans la main ou si c'est un truc énorme. C'est un banc, c'est une table basse, c'est un parfum, c'est... On sait pas si c'est une table l'enfer de poser un truc dessus. Enfin, voilà, il y a des trucs que je comprends pas. Pas fou. Oui, bon, ça, d'accord. Je vois même pas pourquoi il y a besoin d'un designer pour faire ça. C'est juste un poudrier des Totally Spice, quoi. Je vois pas en quoi il y a besoin d'un designer. Comme pour sa dernière création, une bouteille. Bon, ça, ouais, la bouteille, elle est canon. De bière en aluminium. Bon, on s'en fout un peu. Ça marche bien. Je suis content. Alors ? Je suis content. J'avais peur. Il est content. J'avais très peur. C'est beau, hein ? Oh là là. Oh là là. Oh là là. Mais qu'il est beau, mon objet. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle. Oh, C'est peut-être là où elle est la plus belle. Ah oui. Elle est pas mal. Fait d'école serait fort en thème. Les pièces construites. Bon, il a pas fait d'école, mais il vient d'une famille assez connue, donc je pense que le mec a pas eu trop de problèmes non plus. Les du design sont dorénavant signés de son nom, devenu marque déposée. Horaito, qui est mon nom d'artiste et en même temps le nom de mon studio, est aussi une marque. Donc elle est déposée dans le monde entier. Je pense qu'on est pas beaucoup à être devenus des marques dans le design. Oui, c'est vrai. On est quelques-uns. Bon, celui qui a vraiment ouvert la voie, c'est Monsieur Stark, qui est devenu une marque malgré lui, on va dire. Sauf que moi, c'est pas malgré moi. J'ai toujours eu l'intention de créer une marque. Je déteste le phénomène qui fait que des jeunes gens soient abusés par un effet de mode et tout d'un coup fassent tous la même profession. Moi, je me rappelle que pour sauter les filles, quand j'étais adolescent, il fallait être photographe de mode. Après, il y a eu autre chose. Après, il a fallu être psychanalyste freudien de l'école lacanienne, ou lacanien de l'école freudienne. Et maintenant, il faut être designer. Je pense qu'il va y avoir un petit souci qui est qu'il y aura bientôt plus de designers que de fourchettes à dessiner. Ça va poser problème. C'est vrai qu'il y a énormément de monde qui prétendent être des designers ou qui vont vers le design. Le designer peut s'abîmer ou le design peut s'abîmer très vite. Et aujourd'hui, plus que jamais, il faut être très cohérent. Vous avez vu que, truc comme ça, on n'a pas vu de femmes encore. Il y a eu 0 femmes. Ce que l'on fait, enfin, de femmes designers. Il y a des choses autour de nous et il y en a trop. Et on est responsable. Les designers sont directement responsables de ça. La question des objets, voilà, les de leur boubous. production, de leur quantité, de leur désuétude est quelque chose d'extrêmement important. En fait, on se rend vraiment compte, peut-être plus maintenant, que le futur n'est absolument pas de la manière dont il avait été décrit. Les modes de vie qu'on a eus sont... Oui, le futur est imprédictible, encore une fois. On peut pas prévoir le futur. Il faut arrêter de se dire dans 30 ans, 50 ans, on sera comme ci, on sera comme ça. Non, on peut espérer, on peut le vouloir, on peut l'imaginer, mais non, on peut... Absolument pas compatible enfin, bah oui. à ce que la planète peut supporter. Comment faire partie du système sans être complice de ses excès? Les frères Bouroulec, Ronan et Erwan, s'appliquent à concilier éthique et fabrication de meubles. De l'élément à 2 € aux pièces de galerie à 5 chiffres collectionnées par Pinault, ils assument le grand écart entre le super arty et le tout public. Les deux frères renvoient une image du designer français proche de la perfection, celui que tout le monde nous envie. Mesuré, séduisant, sans esbrouf, un soupçon intello. La question aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'une entreprise qui a une vingtaine de... Là, ils sont vachement dans le comment dire, dans le questionnement de comment sauver une
petite PME qui a genre 20 salariés. L'Italie peut continuer à vivre ou est-ce qu'aujourd'hui la fabrication des objets se fera simplement dans les pays d'Asie, dans des entités importantes? Donc là, on est à la recherche d'un principe constructif pour des chaises. C'est assez nouveau, c'est collé 4 fois le long de ces lignes. Donc là, en fait, ils ont mis ce principe en place pour que ce soit assez plus simple à fabriquer pour l'entreprise, que ça soit fait à la main, sauf que c'est nouveau, donc c'est les frères Bourlet qui l'ont signé, donc ça va être un truc qui va coûter une couillasse. Les questions qui s'éclairent sont à peu près celles-là. Quand on se bascule, c'est ici que ça tire. Tout le problème quand on travaille dans le bois massif, c'est de réussir à éviter de prendre un bloc gigantesque dont on enlèverait beaucoup de matière pour mettre les courbes qui sont nécessaires. Donc ici, ce qui se passe, c'est que dès qu'on met ces 2 planches en angle, déjà on a gagné la majeure partie. Traditionnellement, on aurait pris un morceau de bois épais comme ça, qu'on serait venu évider, donc tout ce surplus serait devenu poussière. Donc cette chaise est en fin de compte assez complexe. C'est la raison pour laquelle un industriel de base ne la ferait pas, parce que ça nécessite trop de temps. Plus de 6 mois de réflexion sur le projet. 6 mois, ça peut paraître beaucoup, mais en vrai, c'est un peu ça va, en vrai. Pour une chaise, c'est pas énorme. Eux, ils ont fait des chaises, ils sont restés 2 ans dessus. 2 ans. C'est énorme. En bois massif ne pourra pas être commercialisé à moins de 500 €. Il ne s'agit plus de lutter contre la production de masse. Ici, c'est l'équivalent de travailler pour un agriculteur bio qui déciderait de changer radicalement sa production. Effectivement, on est dans le luxe. De la même manière que si on reprend du bio, effectivement, de temps en temps, on mange un super poulet dont on sait que c'est des conditions incroyables pour le faire. C'est quand même pas la même chose de mettre 500 € dans un manteau de luxe et de mettre 500 € dans une chaise de luxe. Parce qu'il y a une grosse différence, c'est que ce manteau aura un usage relativement court. La chaise, ça peut être l'occasion d'une vie. Et même, je n'ai pas d'argument. Par chance, être quelque chose qu'on donne à ses enfants, peut-être même à ses petits enfants. Oui, alors il a raison dans la réflexion, sauf qu'il n'a pas raison dans les faits. Très peu de gens aujourd'hui donnent leurs meubles à leurs enfants, leurs petits-enfants. L'intérêt d'être signé par les Bourlecs, c'est que c'est quelque chose qui va se garder. C'est quelque chose qui a de la valeur, parce que les Bourlecs sont extrêmement connus. Donc à partir du moment où tu vas acheter quelque chose des Bourlecs, ça va logiquement perdre très très peu de valeur, voire même ça va en prendre quand ils vont mourir, quand ils vont arrêter leur carrière. Et du coup, ça peut être des objets un peu spéculatifs. Mais c'est un peu l'intérêt de le garder. Et que c'est des objets bien pensés, et des objets avec des matières nobles, et des belles matières qui durent longtemps. Sauf que les gens n'ont pas forcément cette culture, n'ont pas forcément envie de le faire, et préfèrent avoir moins cher, plus souvent, et changer. Enfin, acheter moins cher et changer plus souvent. C'est-à-dire que les gens n'ont plus cette envie de avoir tout le temps la même déco pendant X années, et de dépenser 500 € pour une chaise. Ça veut dire qu'il faut quand même 2500 € pour... Non, il y a 2500 € à peu près pour un salon, pour 4 chaises, sans la table. C'est énorme. À 2500 €, tu refais ta cuisine maintenant en France. Enfin, pour pas cher et tout ça. Donc, c'est des calculs, c'est des priorités, et je pense pas que les gens soient dans cette logique-là aujourd'hui. Enfin, peut-être de plus en plus, peut-être que ça vient avec les nouvelles générations, mais ça s'est vachement perdu. S'ils sont sensibles aux crises engendrées par la surconsommation, les designers sont condamnés à repenser leur discipline. Et si certains refusent les compromis, d'autres préfèrent profiter de leur notoriété pour essayer de changer les choses. J'ai compris que pour être visible, entre guillemets, et donc avoir des leviers d'action, il fallait faire l'exercice du mobilier. Et puis c'est devenu presque comme faire ses gammes, une activité en parallèle qui finance aussi toutes mes recherches, parce que l'équipe travaille peut-être à 60% sur des projets qui vont être réalisés. Et le reste... Oui, en fait, c'est quasiment... C'est un peu comme un président de la République. Genre,
il a plein de gens qui bossent pour lui, qui font ses dessins, qui font ses concepts, donc des designers. Et lui, après, on lui apporte tout ça. Il dit je valide pas, je valide pas, comme un président au final. Sur mes névroses et sur tout ce qui me fait lever le matin, parce que sinon, je préfère être en vacances. Hein. Les projets de Jean-Marie Massot témoignent de l'obsession de se libérer de la matière et de son poids. Le régime Massot dégraisse l'objet, supprime les bourrelets. Le luxe peut devenir squelettique. Un profil de rugbyman qui rêve d'un amical sous-marin ou d'un ballon dirigeable devenu hôtel itinérant pour touristes. Le design, une discipline pour l'ailleurs et l'impondérable. Français Voilà. était de La seule fille qu'on voit du reportage, elle est à la fin. C'est trop dommage, c'est hyper intéressante cette meuf. Des espaces. Et plus ça vient, plus je me dis que mon métier, c'est de travailler sur des logiques globales, des nouvelles logiques en fait. C'est ça qui m'intéresse. Nathalie Crasset s'est construit un profil impeccable qui va de la coupe de cheveux aux lunettes qu'elle a dessinées elle-même. Elle ne cherche jamais la douceur. Pour elle, le design est une mission, forme de désobéissance au code domestique bourgeois. Aujourd'hui, elle achève le projet le plus lourd de sa carrière. Un hôtel au sud de la Tunisie. Elle a tout dessiné, de la petite poignée de porte au plan des bâtiments. C'est ça qui est ouf, c'est impressionnant la charge de boulot. Et on va aussi au cœur de la cuisine. Hein, c'est plus simplement un espace à côté qui est dédié aux visiteurs. Là, tout est transparent. Les éléments que je considère importants, c'est l'idée d'hospitalité, hein, comment on accueille aujourd'hui, comment on partage, comment on rend curieux. C'est l'idée de repartir un peu différent que quand on est entré dans l'espace. Et elle aussi, elle a travaillé pour Philippe Stark. Ils ont tous bossé pour Philippe Stark de toute manière. Donc, en fait, ils vont tous avoir le même discours, ils vont tous avoir la même vision des choses, même s'ils se sont un peu extirpés et ils sont un peu partis chacun dans leur chemin. Ils ont tous cette base de Philippe Stark qui les a formés et qui les a fait éclore. C'est pour ça que je trouve les nouvelles générations qui sont pas passées par Stark, ou alors qui n'ont pas la même vision du monde, ou qui n'ont pas la même vision du futur du design, sont hyper intéressantes parce qu'ils changent vraiment les codes. Selon Nathalie Crasset, si les espaces communs sont décloisonnés, les chambres restent connectées en permanence au monde extérieur. La particularité des pilotis, c'est qu'elles sont orientées avec cette excroissance qui est en porte-à-faux sur la Palmeraie, pour être au plus près de la vie du village et de la vie de la Palmeraie. L'hôtel fait face à une des plus grandes oasis de Tunisie, une palmeraie à l'abandon. L'occasion pour la designer de trouver un sens supplémentaire à son projet. Qui est en rénovation. L'eau va arriver de l'hôtel et va venir via le WED, ce qu'on appelle le WED ici, qui était complètement jusqu'à maintenant asséché, et va venir irriguer cette partie-là de façon à faire pousser ces palmiers qui viennent d'être replantés. Faire en sorte de rencontrer un pays, d'essayer de changer un peu les choses à notre toute petite échelle. J'aime bien cette idée de dire qu'on ne fait pas une révolution, mais on fait au moins à un endroit précis quelque chose d'un peu profond qui entraîne un petit peu des changements. La volonté du designer, elle n'est pas de se dire je vais résoudre tous les problèmes et je vais être le super-héros de la Terre, tu vois. C'est de faire des projets, quelques-uns, très bien faits, qui peuvent améliorer la vie et faire comprendre des choses aux gens, les éduquer et améliorer leur vision, améliorer leur humeur, tout en fait. Le designer était supposé apporter le progrès et un confort plus grand, grâce à des équipements fonctionnels, intelligents, durables, économiques et respectueux de la personne. Dans une société occidentale où tout le monde a déjà tout chez lui, cette nouvelle génération peut-elle encore apporter un supplément d'âme à une discipline en perte de repère ? Il y a énormément d'avenir dans ce métier, mais je crois que c'est aussi plus sur la réflexion du design, sur ce qu'il doit nous apporter, parce qu'il y a encore tout à construire.
bien que tout soit là aujourd'hui, il y a une nouvelle ère qui est en train d'arriver, il y a une autre façon de voir les choses qui est en train d'arriver. Notre savoir-faire, il a été beaucoup utilisé dans le siècle dernier pour uniformiser et standardiser. Ouais, exactement. Genre, on a dit, on veut des designers pour faire beaucoup d'objets, les mêmes objets pour tout le monde. Et pour, tu vois, Ikea par exemple, on veut des chaises pas chères pour tout le monde. Voilà. Sauf que maintenant, c'est plus ça, ça va être le contre-pied, comme toute croissance extrême, il y a une décroissance extrême, donc l'inverse qui va arriver. Maintenant, on va plutôt nous demander d'utiliser notre personnalité pour apporter de la diversité, pour faire en sorte que l'on finisse avec cette standardisation et cette uniformisation. Croire qu'on va s'arrêter à un moment donné, c'est faux. On ne va jamais s'arrêter d'inventer. Donc le design sera toujours là pour faire que les choses aient du sens, soient belles, mais qu'elles aient du sens. Voilà, c'est sur ces belles paroles de Patrick Jouin que je vais vous laisser